Bonjour et bienvenue dans ce 17ème numéro de Pilot Reviews. Et non, la rentrée n'est pas terminée. Ça commence quelque peu à se tasser, mais encore beaucoup de sorties actuellement. Et on commence sans plus tarder avec Luke Cage, troisième série Marvel pour Netflix après Daredevil et Jessica Jones. Luke Cage s'est retiré à Harlem pour se faire petit. Il cumule les petits boulots comme homme de ménage chez un coiffeur ou plongeur dans un club tenu par la mafia. Une grosse somme d'argent a d'ailleurs été subtilisée dans le dit club, vol qui présage de fortes hésitations. Luke va devoir se battre pour protéger son quartier et affronter son passé qui revient à la charge. La série se différencie des différentes séries Marvel exploitées par Netflix par son ambiance et son rythme. Tout est beaucoup plus lent, plus sombre avec une ambiance un peu plus Jay-Z. Comme pour Jessica Jones, l'aspect super-héros est vraiment secondaire. On se concentre plus sur le développement des personnages et les enjeux de la série sont posés dès le premier épisode. Mike Colter, qui incarne Luke Cage, porte la série sur ses épaules, mais les personnages secondaires ne sont pas en reste et sont plutôt bien campés. Pour l'instant, je n'ai vu que le premier des 13 premiers épisodes disponibles sur la plateforme, mais la suite promet d'être intéressante. Comment s'en sortir lorsque toutes les preuves sont contre vous? Innocente, sur France 3. Roxane Delage, directrice d'un département d'archéologie à Marseille, se réveille un matin en sous-vêtements dans une maison qu'elle ne connaît pas. Non loin d'elle, le corps d'un homme. Prise de panique, elle se rhabille rapidement, efface ses traces et s'enfuit, laissant derrière elle sa carte universitaire. Un pilote plutôt intéressant, bien ficelé et interprété, qui n'est pas sans rappeler The Night Of. L'histoire d'un personnage pris au piège d'épreuves matérielles. On a droit ici à un thriller plutôt bon sur fond de trafic d'œuvres d'art. Seul truc qui pêche un petit peu dans le scénario, l'arc dispensable sur la maladie de l'officier chargé de l'enquête. Seul personnage a douté de la culpabilité de Roxane, qui n'est là que pour justifier le fait que l'enquête a été quelque peu bâclée, et ne sert au final qu'à rajouter un peu plus de pathos dans tout le mélo et drama ambiant. À voir comment ce personnage sera utilisé par la suite. Catastrophe en chaîne dans Milo Murphy's Law sur Disney XD. Milo est un enfant que tout le monde adore, mais que tout le monde évite, pour une simple raison, il a la poisse. Le simple fait de rater le bus pour aller à l'école ou d'emprunter le métro en sortie scolaire pour se rendre au musée devient une aventure suite à un enchaînement d'événements fâcheux. Mais Milo reste pragmatique, car il a l'habitude et est donc paré à tout. Le concept de ce nouveau dessin animé est plutôt simple mais efficace. Milo est l'incarnation de la loi de Murphy. Les scénaristes se sont montrés très imaginatifs dans le premier épisode qui prend des allures d'Indiana Jones urbain. Les choses s'aggravent crescendo et une nouvelle catastrophe lui tombe dessus toutes les 30 secondes. Le second est un peu plus plat, avec une aventure souterraine suite à un accident de métro et un rythme un peu moins effréné, mais l'histoire reste plaisante. À noter que Milo est doublé par le chanteur Weird Al Yankovic, qui signe également le générique. Ceux qui suivent mes pilotes reviews depuis le début ont remarqué que, dans le générique d'ouverture, il y a une ou deux séries qui ne sont pas critiquées dans l'émission. L'une d'elles vient enfin de sortir, Westworld sur HBO. Westworld est un parc futuriste où de riches invités peuvent se donner un petit frisson en compagnie d'animatroniques dotés d'une intelligence artificielle, jouant des scénarios afin de recréer l'époque de la conquête de l'Ouest. Certaines de ces machines, suite à leur dernière mise à jour, commencent à bugger. Westworld est l'adaptation du film Monde Ouest de 1973, créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy et produite par J.J. Abrams. La série a tout pour devenir le carton de la rentrée. Connaissant déjà bien le film d'origine, j'avais un petit peu peur que l'univers ne soit quelque peu limité, vu que le sujet avait été très bien traité sur 1h30. Pourtant, le pilote nous offre un monde plein de possibilités. Le western et la SF s'entrecroisent merveilleusement bien avec des ambiances bien distinctes et des décors à couper le souffle. Dès le départ vont se poser les grandes questions de la série, à savoir les problématiques liées à la liberté, à la prédestination et au libre arbitre, que ce soit du côté des robots ou des visiteurs. Les machines vont commencer à s'humaniser suite à l'implantation de rêveries et les visiteurs, du fait que leurs actions sont ici sans conséquence, vont pouvoir faire ressortir le pire d'eux-mêmes. Certains de ces aspects avaient déjà été traités dans des séries comme Real Humans, mais Westworld nous propose d'aller un petit peu plus loin. Beaucoup de petits détails réjouissants comme le piano mécanique qui joue Black Holson de Soundgarden. Quant au casting, je vous laisse le découvrir par vous-même tellement il y a du beau monde. S'il y a bien une série à regarder en cette rentrée, c'est sans hésitation Westworld. Attrape-moi si tu peux à travers l'histoire des États-Unis, c'est Timeless sur NBC. Une machine à voyager dans le temps vient d'être dérobée. Lucy, une historienne, Wyatt, un militaire, et Rufus, un codeur qui va leur servir de pilote, vont être recrutés pour voyager dans le temps à la recherche de la machine volée et tenter de remettre bon ordre dans le déroulement de l'histoire. Première étape, le crash du Zeppelin Hindenburg en 1937. Un pilote pas très convaincant, mais je ne saurais mettre le doigt sur ce qui m'a dérangé. C'est éducatif, le rythme est un peu hésitant, mais bon, on a quand même une bonne dose d'action. Les personnages, bien que caricaturaux, sont sympathiques, particulièrement Rufus qui va se retrouver confronté à la condition noire à travers les âges. Un mystère plane autour de notre héroïne, les enjeux de la série sont bien posés. Peut-être que c'est juste parce que la série n'arrive pas au niveau de ses prédécesseurs. 7 jours pour agir, 11-22-63, Doctor Who, El Ministerio del Tiempo, Continuum, Quantum et j'en passe. Qu'elle n'apporte rien de nouveau et que du coup, on ressent une certaine lassitude, enfin du moins pour ma part, par rapport au sujet. On peut tout de même essayer de lui laisser une petite chance.
Faire libérer des détenus emprisonnés à tort, c'est la mission des héros de Conviction sur ABC. Hayes Morrison est une juriste et surtout fille de l'ex-président des États-Unis. Elle se retrouve contrainte à rejoindre une équipe juridique dirigée par Connor, chargée de revisiter des enquêtes afin de faire libérer des prisonniers condamnés à tort. Avocats, experts et enquêteurs devront mettre les bouchées doubles pour innocenter ces détenus. Je n'ai pas accroché cette série à cause de son personnage central, Hayes Morrison, interprété par Hayley Atwell. Elle est égocentrique, superficielle, n'a vraiment aucune envie de travailler, préférant sa vie mondaine. La relation qu'elle entretient avec Connor est ambiguë. C'est étonnant qu'il ne soit pas grimpé dessus à la fin du premier épisode tellement la tension sexuelle est palpable. Et puis, c'est mal joué, toutes ces répliques nous sont balancées sur un ton monocorde. C'est dommage parce que le reste de l'équipe semble sympathique mais est sous-exploité. L'enquête en elle-même est plutôt classique, ni bonne ni mauvaise dans la moyenne de la production actuelle. Vous pouvez passer à côté sans souci, on ne vous en voudra pas. Les affres de la célébrité avec les beaux malaises sur M6. Franck Dubosc a beau être une célébrité, il n'en reste pas moins une personne normale, avec ses amis, sa famille et ses petits problèmes du quotidien. Comment dire, malaise est plutôt bien choisi pour le titre de cette mini-série. La réalisation est telle que toutes les tentatives de blagues éculées tombent à plat. On en a pitié pour Franck Dubosc qui fait ce qu'il peut pour tenter de nous faire sourire. D'ailleurs, à part peut-être dans le premier épisode mettant en scène son quotidien de célébrité, interviews, rencontres avec des fans, gens qui le reconnaissent dans la rue, le fait qu'il incarne son propre rôle n'apporte absolument rien à l'histoire. C'est long, c'est plat, on a tout de même droit à quelques petits moments un peu touchants qui humanisent la star, mais à part ça, autant regarder l'original canadien. Que feriez-vous si vous étiez persuadé que la fin du monde est proche? Un embryon de réponse dans No Tomorrow sur The CW. Evie travaille comme secrétaire dans un entrepôt de livraison. Sa route va croiser celle de Xavier sur le marché, un hipster plutôt charmant. Ce dernier est persuadé que, sous peu, un astéroïde va percuter la Terre d'environ 8 mois et a donc décidé, chaque jour, d'accomplir l'un de ses désirs les plus fous qu'il a compilé sur une liste et va inviter Evie à faire de même. Nous avons droit ici à une comédie romantique sur des airs de My Name is Earl. Surtout pour le côté liste, l'aspect repentir et karma en moins. Chacun va influer sur l'autre et les personnages commencent déjà à évoluer. Bien sûr, l'arrivée du beau Xavier va remettre en cause la vie sentimentale de Evie, qui va tourner le dos à son prétendant afin de pouvoir remettre les choses à plat et faire le point. Pour le moment, on se concentre sur les deux personnages principaux, laissant leur entourage de côté, même si les derniers peuvent se révéler intéressants. Après, si les personnages ne sont pas mauvais, la série manque d'un grain de folie que l'on pouvait avoir dans My Name is Earl, et leurs actions sont au final assez prévisibles. On a tout de même envie de laisser une chance à cette série, voir comment cela va évoluer, et si la fin du monde n'a pas lieu, quelle sera la remise en cause de Xavier et de son mode de vie. Paradoxe temporel sans voyage dans le temps, c'est le concept de Frequency sur The CW. Raimi retombe sur un vieux poste de radio amateur que son père utilisait lorsqu'elle avait 8 ans. Après que la foudre soit tombée sur son garage, le vieux poste se remet en marche, et quelqu'un cherche à la joindre. Il s'avère que c'est son père, mort lors d'une enquête d'infiltration 20 ans plus tôt. Frequency est l'adaptation du film Fréquence interdite sorti en 2000. Si les personnages ont changé, le concept reste le même. Deux personnes discutent sur deux timelines différentes à 20 ans d'écart, et la connaissance du futur de Raimi va lui servir à influer sur la vie de son père et éviter d'être tué en mission. Seulement, en son son père, le cours de l'histoire est changé et gare à l'effet papillon. Notre pilote s'attarde beaucoup sur l'incrédulité de nos deux protagonistes lorsqu'ils réalisent qu'ils communiquent à 20 ans d'écart et leur stratagème par des codes secrets père-fille mis en place pour s'assurer de leur identité respective. L'histoire débute réellement en fin d'épisode avec le premier effet découlant de la modification du passé et promet un épisode 2 intéressant. Mais la série risque de tourner en rond. À chaque épisode, on risque de devoir contrer les retombées des actions de l'épisode précédent et finir noyé sous des timelines. Mais bon, on a droit à une petite histoire de tueur en série non résolue pour nous servir de fil rouge. Bienvenue dans la police du futur avec Emma sur TF1. Une jeune femme est retrouvée morte poignardée dans les bois. Le commandant Fred Vitullo, chargé de l'enquête, se voit attribuer pour l'occasion une stagiaire surdouée, Emma. Cette dernière est capable de calculer l'angle des coups de couteau, d'évaluer très précisément la distance sur laquelle la victime s'est traînée et de découvrir que la femme était enceinte. Mais qui est donc cette mystérieuse recrue? TF1 qui se lance dans la SF? C'est inattendu, mais pourquoi pas? L'enquête policière en soi n'a rien de bien original et est conforme aux standards de la chaîne. Reste donc le couple d'enquêteurs, Fred Vitullo, Emma, et c'est de là que vient l'agréable surprise. Étant donné que le mystère autour de la nouvelle recrue est spoilé dès la bande-annonce et nous est dévoilé en milieu de premier épisode, je me permets d'en parler un petit peu. Emma est un androïde, ce qui explique sa froideur, son sérieux, son incroyable savoir et le fait qu'elle prenne toutes les expressions au pied de la lettre, principal ressort comique de la série. Opposé à cette femme qui incarne la rationalité, nous avons Fred Vitullo, ours bougon, un peu connard au début mais capable d'une grande empathie, qui incarne donc l'humain et est chargé de lui apprendre ce que sont les émotions. Après Real Humans, Almost Humans et Westworld, nouvelle série mettant en scène des androïdes. À regarder pour notre duo d'enquêteurs, donc, plutôt que pour l'histoire en elle-même, en espérant que des questions rapport à l'intelligence artificielle seront soulevées. Cette émission est donc terminée, je vous donne de nouveau rendez-vous dans une semaine, histoire que le flot des sorties se tarisse et que la production reprenne un rythme normal. Sur ce, bonjour chez vous.